Alors, excusez-moi, il faut que je gère ma correction. Donc, rebonsoir à tous les amis qui nous suivent sur Marketing TV Monde. On est encore ce soir à l'hôtel Colonial, dans le charmant hôtel Colonial. Je crois qu'on a eu l'occasion de vous montrer tout à l'heure une belle chambre, une belle suite. C'est énorme. Voilà, vous avez une belle terrasse. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de vous montrer la terrasse qui fait face à un air extrêmement pur. Donc, je crois que c'est un espace où il faudrait peut-être venir se reposer un peu. Et, en tout cas, personnellement, je ne viendrai pas pour vous donner l'opportunité de pouvoir me reposer là. Donc, je vous propose de faire la même chose. Et je crois qu'on peut aussi bénéficier, en tout cas, de la grande barre. Vous pouvez avoir peut-être des prix ou des tarifs en tout cas absolument intéressants. Vous avez vu qu'en dehors des chambres, il y a une très belle salle de formation, une très belle salle de séminaire. Je ne parle pas du bar de budget, etc., qui est énorme. Voilà, bien. Donc, la dernière fois, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais on a pu quand même traiter d'un thème au moins, parce qu'on avait commencé à développer le thème sur la découverte du client. Et je crois qu'on avait essayé d'abord de montrer que le client était quelqu'un d'extrêmement important pour l'entreprise, parce que tout ce que fait l'entreprise va vers le client. Une entreprise notamment n'a que ses clients, donc ça il faut très bien le comprendre. Voilà, la fonction intégratrice du client, c'est la fonction marketing. Et comme le disait, je crois qu'on l'a rappelé la dernière fois, Gandhi avait lui-même montré que notamment le client est particulièrement important, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Et que notre devoir, c'est de le servir, de lui faire plaisir. Parce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous recherchons, nous l'obtenons à travers le profit, c'est développer, s'internationaliser, être le plus durable possible. Tout ça, on peut l'avoir que si on a des clients, parce que ce sont les clients qui vont payer notamment de leur poche. Et c'est ce que les clients payent qui devient le chiffre d'affaires. Cette orientation client, qui a été en tout cas proposé, ou en tout cas élaboré par Drucker, est tellement importante qu'aujourd'hui, quand on parle de CRM, ça de Customer Relationship Management, on s'est rendu compte qu'il faut même changer les paradigmes de l'analyse de l'action commerciale. Et qu'en réalité, autant il est bon d'évaluer la productivité des territoires de vente, la productivité ou en cas la rentabilité des produits, la rentabilité des commerciaux, autant on s'est rendu compte que le client doit être le centre focal de l'analyse, notamment économique, de l'analyse économique de l'entreprise. Et sous ce rapport, quand vous prenez par exemple aujourd'hui l'approche moderne du CRM, ou en tout cas de la fidélisation de la clientèle, on parle de marketing one-to-one, on en parlera plus tard, on parlera de fidélisation, on parlera aussi d'analyser ce qu'on appelle la valeur à vie du client. Et aujourd'hui, quand vous regardez certains outils comme la Customer Lifetime Value, c'est un outil qui est emprunté de l'évaluation des projets, notamment l'outil de la vanne, pour dire que l'entreprise ne va plus se focaliser sur son produit, mais se focaliser sur celui qui va acheter son produit en disant que ma rentabilité, mon progrès de demain dépendra du comportement du client qui, de par en tout cas son adhésion à notre projet, son adhésion à nos produits, sa fidélité va mobiliser l'ensemble de ses investissements vers notre entreprise. Et c'est pourquoi l'entreprise ne va plus dire le plus important c'est combien de produits je vais vendre. L'entreprise va commencer par se dire le plus important c'est combien de clients je vais avoir, en sachant que plus les clients seront satisfaits, plus ils vont concentrer leurs achats vers notre entreprise. D'où l'importance du client. Et Drucker, je l'avais rappelé aussi, disait que du point de vue en tout cas de l'orientation client, il va dire que ce que l'entreprise sait faire, ce n'est pas déterminant, ce n'est pas le plus important. Et c'est vrai que nous avons beaucoup d'entreprises qui se font porter à elles-mêmes de belles chemises, de belles lunettes, et qui disent que nous sommes une grande entreprise, nous sommes des leaders, nous sommes présents dans plusieurs pays, nous sommes très forts, nous sommes les meilleurs. C'est bien si ça peut motiver le personnel, c'est bien si ça peut créer de l'entrain, c'est bien si ça peut fidéliser le personnel éventuellement. Mais très sérieusement, la qualité de l'entreprise, son attractivité est définie par le client. Parce qu'il n'y a qu'un seul outil d'évaluation de l'attractivité commerciale d'une entreprise, c'est sa part de marché.
Et la part de marché, c'est vrai qu'on peut calculer de plusieurs manières, mais la part de marché indique l'intérêt que le marché, donc la clientèle, porte à votre produit. Si tout le monde, ou en tout cas si la plupart des clients achètent votre produit, quelle que soit l'appréciation technique qu'on peut faire de votre produit, votre entreprise est bonne, votre produit est bon parce que les clients vont choisir. Parce que dans l'optique du marketing, l'idée c'est de dire qu'on est là pour satisfaire, non pas des produits, on n'est pas là pour faire des produits extraordinaires, on est là pour satisfaire les besoins de la clientèle. Et sous ce rapport, Drucker avait dit que ce qui va être décisif, déterminant, c'est ce que les clients pensent qu'ils sont en train d'acheter et qu'ils considèrent être de la valeur. Et j'avais dit que ces deux points sont très importants parce que l'achat est un acte psychologique, c'est-à-dire que quand l'individu achète, il achète pour satisfaire les besoins. Il faut très bien le comprendre. Même s'il y a certains clients qui ne découlent pas certains besoins qui ne découlent pas de la psychologie, mais qui découlent en fait de facteurs complètement physiques. On avait expliqué la dernière fois que Maslow avait identifié 5 types de besoins, les besoins élémentaires qui ne sont pas du tout psychologiques mais réels, c'est des besoins physiologiques. Quand on a faim, quand on a soif, etc., c'est des besoins physiologiques, c'est pas du tout psychologique. Sauf que maintenant, les autres types de besoins, la sécurité, l'appartenance, l'affection, la réalisation de soi, c'est des besoins qui découlent plus d'aspect psychologique. L'autre aspect, c'est que, notamment, même quand on ressent le besoin d'acheter, et que ça soit pas, même si on ressent un besoin physiologique, comme par exemple avoir faim, on ne mange pas n'importe quoi. Les facteurs psychologiques vont guider l'individu vers le choix du restaurant, du produit, du lieu de vente, etc. Donc tout ça va aussi avoir une dimension psychologique. Donc ce n'est pas totalement sans facteur psychologique. L'autre aspect, c'est que quand Drucker a dit que ce qui est déterminant, c'est ce que les clients pensent qu'il est en train d'acheter, il ne va pas dire ce que le client sait, mais ce qu'il pense, c'est psychologique. Et l'autre aspect qu'il va augmenter, c'est de dire et qu'il considère être de la valeur. Donc la valeur de votre produit, la valeur de votre service n'est pas une valeur intrinsèque en elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre produit est bon qu'il va être le produit le plus acheté. Ce n'est pas parce que votre service est excellent que ça va être le service le plus acheté. Les clients apprécient les services selon leur propre feeling, selon l'expérience qu'ils ont vécue en réalité de l'utilisation ou de l'achat de votre produit ou de votre service. Donc c'est pourquoi j'aime souvent à dire que, au-delà de la qualité objective qui guide la production, on va dire que pour la comptabilité, il y a une qualité parce qu'il y a des normes comptables. Pour la fabrication, il y a des normes, il y a un référentiel, tout ça, etc. C'est vrai. Même pour les services, on va dire qu'il y a des procédures de fourniture des services, tout ça c'est défini. C'est donc tout ce qui va être du côté de l'entreprise, comment produire. Ça, c'est absolument normé, c'est une qualité objectivement établie et qui peut être objectivement évaluée. Par contre, maintenant, les clients, lui, on ne peut pas le normer. On ne peut pas dire à un client, comporte-toi comme un robot. Si tu viens, tu dois dire bonjour, tu dois être poli, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois utiliser le produit comme ça. Non. Les clients, lui, c'est un acheteur qui va notamment se comporter comme il le pense. Parce que ce n'est pas vous qui lui donnez l'argent pour acheter et vous ne lui faites pas un cadeau. Il choisit librement un produit ou un service selon ses informations, selon son feeling du moment, selon ses attentes. Donc ce client-là, au-delà de votre produit, vous êtes obligé de prendre en charge ses caractéristiques personnelles. Quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations, quels sont ses désirs, quels sont ses mobiles d'achat, quelles sont les choses qui les font bouger, est-ce qu'il aime qu'on le salue pas, qu'est-ce qu'il veut en réalité. Et cette dimension de connaissance de ce que veut le client est quelquefois aussi importante ou plus importante que ce que vous lui vendez. Et ça, je voudrais vraiment qu'on puisse le comprendre. Quand on a parlé la dernière fois des besoins, j'ai donné, je crois, quelques exemples, mais je peux revenir là-dessus. Quand un individu, par exemple, qui a un besoin de reconnaissance, un besoin d'estime, notamment parce qu'il a trimé dans sa vie, parce qu'il s'est battu, parce qu'il a réussi maintenant, parce qu'il n'était pas respecté avant, maintenant il s'est battu, il est devenu quelqu'un de respectable, il a une situation, il est dans la norme. Quand il arrive et qu'il veut acheter, et qu'il vraiment il a envie, il exprime son envie en tout cas d'être reconnu, et que vous lui dites vous n'êtes absolument rien, vous ne valez pas grand chose, généralement il préfère aller chercher un autre fournisseur. Il préfère ne pas acheter le produit chez vous. Pourquoi pourtant il a besoin du produit, c'est pour ça qu'il est venu. Ou bien il a besoin de votre service, c'est pour ça qu'il est venu. Mais en réalité, le fait de n'avoir pas satisfait son besoin d'attention,
son besoin de reconnaissance, son besoin d'affection, fait qu'il va préférer aller acheter le produit ou le service ailleurs, quitte à ce que ça lui coûte plus cher ou que ça soit plus loin ou même qu'il diffère son achat. Et c'est vrai qu'on n'est plus vraiment dans les choses mathématiques, dans les choses carrées, on n'est plus dans les boîtes. On est vraiment dans les choses qu'on maîtrise peu, c'est l'être humain, où notamment sa psychologie va extrêmement jouer et ses attentes personnelles, sa personnalité vont jouer un rôle déterminant. Donc, savoir réellement qu'un produit peut satisfaire les besoins des clients ou bien peut répondre peut être une réponse aux besoins des clients, c'est une chose, mais savoir qu'est-ce qui va faire que le client va choisir votre produit ou autre chose, ça c'est d'autres aspects, c'est des feelings personnels qui vont entrer en jeu. Je rappelle que je parle toujours du client B2C, c'est-à-dire du client du consommateur final, mais pas du consommateur intermédiaire, où là-bas, les types d'achats ne sont pas les mêmes. Si vous voulez, on y reviendra une prochaine fois. Voilà. Bien. Donc, ce que le client pense qu'il est en train d'acheter, mais aussi ce que le client considère comme étant de la valeur. Donc voilà deux aspects très importants. Et c'est pourquoi Drucker va terminer son assertion en disant que puisque l'objectif de l'entreprise, c'est notamment de satisfaire les clients, l'entreprise n'a que deux fonctions de base et deux seules, le marketing et l'innovation. Et bien sûr, on se dira, ouais, mais pourquoi le marketing? Parce que le marketing, c'est rien d'autre que orienter toute l'organisation vers sa capacité de réponse aux besoins de la clientèle. Parce que Théodore Levitt disait que les clients n'achètent pas des produits ou des services, ils achètent des solutions à leurs problèmes. Et les clients, quand ils viennent vous voir, ils ont des problèmes. Parce que si moi je viens acheter un téléphone, c'est parce que j'ai un problème. J'ai un problème. Et vous ne pouvez pas deviner mon problème. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui a acheté un téléphone, c'est parce qu'il n'a pas de téléphone. Non. Je peux avoir un téléphone et vouloir un autre téléphone. Je peux avoir acheté un téléphone il y a 3 mois, 6 mois, un nouveau modèle sort, j'ai envie de lui. C'est pas parce que je veux un téléphone, mais j'ai un autre besoin, parce que j'ai envie de m'exprimer, parce que j'ai envie de montrer que j'appartiens au groupe des live en bas, qui sont des gens iPhone ou des gars, ou des gens qui sont plutôt Huawei, ou des gens qui sont plutôt Samsung, qui sont toujours à la dernière mode. Et j'ai envie de montrer mon appartenance à ce groupe, ce qui va faire que je me batte pour avoir ça, etc. Donc si vous voulez vraiment dire que l'achat est un achat réfléchi, etc., vous allez réellement vous courir. Chacun achète par rapport à un feeling particulier et ces feelings vont changer d'un moment à l'autre, d'un achat en autre, d'un contexte à un. Voilà. Donc, disons-nous que, comme le disait Théodore Levitt, quand un client vient acheter du sucre, on va considérer qu'il n'achète pas du sucre. Quand un client vient acheter du téléphone, on considère qu'il n'achète pas un téléphone. Une très belle illustration de ce que je suis en train de vous dire vient d'un film qui s'appelle Le Loup de Wall Street. Je crois que si vous suivez il y a une des chaînes sénégalaises qui montre en tout cas un documentaire sur la vie de cet homme extraordinaire, notamment qui avait fait des choses terribles et après qui a pu raconter sa vie dans un livre qui a été un best-seller et après qui a fait l'objet d'un film qui s'appelle notamment Le Loup de Wall Street. Et quand il recrutait ces gens, il voyait, est-ce qu'il comprenait ce que c'était vendre? Et il avait sorti cette petite histoire de dire pour vous recruter, je vais vous demander juste une seule chose, vendez-moi ce stylo. Et souvent, vous allez voir quelqu'un qui va dire oui, ce stylo-là, c'est donc un stylo qui est bien fait, qui a tel plus. Je dis non, c'est pas la peine, j'en veux pas, je ne vais pas acheter. Parce que je n'achète pas de stylo. Et il demande à quelqu'un d'autre qui était très bon, il lui dit vendez-moi ce stylo. Et le monsieur prend le stylo et lui dit oui, mais est-ce que tu as pu faire ça, etc. Il lui dit oui, mais notez-moi ça. Et le monsieur n'avait pas de stylo. Il lui dit mais qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit justement, c'est ça l'intérieur du stylo que je veux faire. Et vous voyez, il ne parle pas du produit, il parle de la solution que je peux apporter. C'est-à-dire, je ne vais pas vous vendre le stylo en tant que tel, parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Ce que je vais vous vendre, c'est la possibilité de prendre des notes, c'est la possibilité d'écrire un chèque, c'est la possibilité de signer un contrat, etc. C'est la possibilité de pouvoir notamment rédiger un examen, des trucs comme ça, répondre à des questions. Donc, si on veut se focaliser sur le produit, on risque de passer à côté. Ce sur quoi il faut se focaliser, c'est sur le client en se demandant a priori quel est son besoin, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, quelle est la solution qu'il veut. Pour connaître maintenant ce que le client veut, c'est quoi ses attentes, c'est vrai qu'il faut commencer par se dire c'est quoi le besoin. Parce que j'avais dit la dernière fois que le processus d'achat passe par notamment l'existence d'un besoin. Et le besoin, j'avais sorti les caractéristiques, le besoin est naturel, ça je l'avais bien expliqué. Le besoin est un manque ressenti, mais le besoin est aussi une tension. Parce que s'il n'y a pas de tension, l'individu ne cherche pas à réduire la tension.
et il va avoir un état de tension, un état particulièrement désagréable qui va induire en réalité ce qu'on va appeler des motivations. Et les motivations, c'est rien d'autre que ce que l'individu va faire, c'est en tout cas les efforts qu'il va mobiliser spontanément pour trouver des solutions et réduire la tension. C'est ça la motivation. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais donc à chaque fois que quelqu'un agit, il agit pour lui. Je vais dire non. Le client n'agit pas forcément pour lui. Dans l'achat, on peut acheter pour soi, comme on peut acheter pour quelqu'un d'autre. Parce que la motivation est liée au besoin. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez voir un père de famille, à la fin du mois, il est dans une entreprise particulière, il y a des problèmes, et le 5, son salaire ne vient pas jusqu'au 5. Et il va aller voir son DG pour dire, mais DG, vraiment, j'ai besoin de mon salaire, etc. Et tout. Pourquoi c'est si urgent, c'est si important que ça? Il faudrait que je paye la scolarité de mes enfants. Donc il va chercher à avoir de l'argent, pas pour dire DG, je vais aller au resto, DG, je vais aller me reposer, DG, je vais aller faire la fête. Non, il va dire DG, faites-moi une faveur, même si c'est une partie du salaire, donnez-la moi. Pourquoi? Parce que je dois faire un achat. Je dois payer quoi? L'école de qui? De mes enfants. Donc je paye pour qui? Je paye pour les autres. Il y a une motivation qui n'est pas une motivation égoïste, ce n'est pas une motivation hédoniste, c'est une motivation oblative ou en tout cas une motivation altruiste. Parce que réellement, on peut avoir 3 à 4 types de motivation. Ce qui va pousser l'individu à agir quand il a des besoins, c'est d'abord se dire je vais agir pour moi-même. Par exemple, j'ai faim, je vais aller chercher de quoi manger. La motivation devient une motivation individuelle. Et il est important que le vendeur comprenne que celui qui vient acheter le service, c'est pour lui. Donc ce sont ses caractéristiques et notamment le contexte particulier de son achat qui vont déterminer sa décision d'achat. Donc je vais me référer à lui, pas à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on n'aime pas, quand un client vient, qu'on lui parle de généralité, ou bien qu'on lui dise que vous êtes comme les autres. Il n'aime pas ça. Il préfère qu'on lui dise, vous particulièrement, on sait que vous voulez ça ou vous voulez ça, on va le faire uniquement pour vous. Et ça va lui faire plaisir. Parce qu'il va se dire que, bon voilà, j'ai un problème, je viens voir des gens et ils ont compris que moi, personnellement, voilà ce que je veux et ils se battent pour moi. Alors que les clients, peut-être que vous direz qu'il se leurre lui-même, mais il aura l'impression, et en tout cas, il sera dans le confort de se dire qu'on s'occupe particulièrement de moi. Et ce confort-là est très important psychologiquement pour le client. De la même manière, celui qui veut payer la scolarité de ses enfants, ou bien qui vient payer l'eau ou l'électricité pour ses parents, il est important de comprendre que ce qui est le plus décisif, ce n'est pas le client lui-même, c'est d'abord comprendre pourquoi, qui est cette personne à qui elle veut rendre le service et quel est le besoin quelle est l'intensité ou en tout cas le contexte du besoin d'appartenance qu'il veut satisfaire. Donc, si l'individu dit je veux payer la scolarité de mes enfants, il est important non pas de se focaliser sur l'individu, mais de se focaliser sur ses enfants. C'est ça, voilà. Donc voilà, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, je devais payer la scolarité de mes enfants, enfin je veux de l'argent pour payer la scolarité de mes enfants, voilà. Donc, lui dire que oui, c'est que vous avez des trucs, les autres aussi, ils ont des enfants, etc., ça ne règle pas son problème. Par contre, lui tenir un discours, oui, mais vraiment, monsieur, vous avez parfaitement raison, moi-même, j'ai des enfants et c'est vraiment très compliqué, etc., ça permet de le calmer et de le faire attendre peut-être 1 ou 2 jours pour qu'il puisse recevoir ses sous et payer. Ça, c'est très important, voilà. Bien. Donc, il est important, quand on vend, de pouvoir voir pourquoi l'individu achète, pourquoi... voilà. Je vais donner un exemple très très simple d'une vidéo que j'avais montrée tout à l'heure lors d'un séminaire que j'animais quelque part. Et notamment, c'était l'exemple, par exemple, d'un monsieur qui appelle dans un hôtel et qui cherche une réservation. Et en réalité, dès qu'il appelle, il va commencer par dire « Oui, mais je veux réserver, mais je ne sais pas si ça plaira à ma femme. » Et tout de suite, la dame, qui était très très bien formée, commence par lui dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour votre femme ?» Et pourtant, c'est le monsieur qui appelle, qui demande une réservation. Mais dès le début, il a fait comprendre qu'il veut une réservation, mais c'est pour faire plaisir à sa femme. Et dès lors, la vendeuse, ou en tout cas la réceptionniste, ne s'est plus focalisée sur le monsieur. Elle a compris que la motivation est une motivation altruiste. C'est une motivation hédoniste, l'individu agit pour faire plaisir à sa femme. Et la dame a commencé à se focaliser sur votre femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre femme? Qu'est-ce qui lui fera plaisir, etc. Et c'est comme ça que très rapidement, le monsieur a accroché, pour utiliser un terme commercial, et non seulement il a loué une chambre, mais en plus il a acheté tous les services de transport et tout ce qu'il faut, ce qui fait que le séjour qu'il voulait acheter pour un week-end, il a quasiment payé peut-être 3 ou 4 fois ce tarif parce qu'il a acheté des services supplémentaires, parce que le vendeur, en tout cas la personne qui s'occupait de la clientèle, s'est plus focalisé sur notamment madame, parce qu'elle savait que le monsieur, ce qu'il faisait, c'était d'abord pour faire plaisir à sa femme.
Donc il est important de comprendre ces motivations égoïstes. Donc la motivation, elle peut être altruiste pour l'autre, on peut agir pour soi, la motivation devient égoïste, mais la motivation peut aussi être égo-altruiste. C'est-à-dire que quelquefois on sert quelqu'un ou bien on fait plaisir à quelqu'un, on lui achète un cadeau, tout ce qu'on veut, mais derrière on attend une reconnaissance. Ça c'est très important. Donc si par exemple, moi je vais à l'école de mes enfants pour payer l'école de mes enfants et que je me batte pour payer à l'heure, notamment, et que réellement en discutant souvent ça va être bonjour monsieur, ça va? Oui. Alors, c'est le délai, c'est pas... Oui, mais moi, vraiment, je veux que mes enfants, tout le temps, leur scolarité soit payée à temps. Si vous voulez vraiment que ce monsieur continue à payer à temps, il faut commencer par lui dire, mais vraiment, monsieur, on a rarement vu un parent d'élève aussi engagé, aussi bien, qui vraiment veille aussi bien à l'éducation de ses enfants. Ça lui fera plaisir. Parce que dans cet acte de générosité-là qu'il fait pour ses enfants, à l'occasion d'un besoin d'appartenance, et d'une motivation altruiste, il a besoin aussi d'une récompense psychologique, d'une affection. Donc il règle un besoin d'appartenance en exprimant en même temps un besoin d'affection. Et ça crée ce qu'on appelle une motivation égo-altruiste. J'agis pour payer pour mes enfants, mais derrière j'en attends une reconnaissance pour le parent exemplaire que je suis. Et vraiment ça, c'est des petites choses, mais qui psychologiquement vont jouer un rôle très important, vont apaiser les clients et vont l'engager et lui donner une perception positive de votre entreprise, vos services, vos produits, et ça permettra de le fidéliser. Voilà. Mais un client comme ça, quand vous dites, écoutez monsieur, tous les parents d'enfants comme vous n'êtes pas exceptionnels, tous les parents payent à temps, etc., ça peut l'emmener l'année prochaine à inscrire ses enfants ailleurs. J'en ai vu des cas comme ça. Parce que pour la raison tout simple que l'individu qui vend le service n'a pas voulu tout simplement faire attention aux motivations et aux besoins du client et lui apporter la réponse. Voilà. Nous tous, il nous est arrivé dans notre vie, enfin nous tous, beaucoup de gens d'entre nous, d'aller quelque part dans une entreprise, on voudrait qu'on nous salue, qu'on fasse attention à nous, et on nous traite un peu comme n'importe qui, et généralement on sort sans même aller acheter le service. Et pourtant on a besoin de service parce qu'on est venu pour l'acheter. Mais on s'est dit que c'est les gens qui ne sont pas courtois, ils ne saluent pas les gens, ils ne respectent pas les gens. Parce que dans votre esprit, le respect aurait été que quand vous venez, on vous dit « Bonjour, comment allez-vous » On ne vous l'a pas dit, vous dites qu'on ne vous a pas respecté. D'accord. Quelquefois, quand vous venez, vous dites bonjour à la personne qui fait la prestation, la personne ne vous salue même pas en vous disant « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Et vous commencez par vous dire « Mais pourquoi cette personne me parle comme ça ?» Et ça, quelquefois, ça peut choquer psychologiquement l'individu. Et ce choc psychologique va l'emmener à aller ailleurs ou à différer son achat. Et c'est comme ça que beaucoup d'entreprises perdent leurs clients. Beaucoup d'entreprises perdent beaucoup de chiffres d'affaires parce que justement, ceux qui vendent ne cherchent pas à connaître et à comprendre le client. Ce sont des gens qui ne comprennent pas que la décision d'achat du client va reposer sur deux choses, des facteurs psychologiques et notamment des facteurs subjectifs individuels d'appréciation. Donc, vraiment, je voudrais, en tout cas de manière importante, que tous qui sont dans des activités commerciales, qu'ils puissent se les rappeler, parce qu'on a d'excellents vendeurs chez nous, on a des gens qui font des services exceptionnels, mais on peut toujours s'améliorer, ou quand on oublie, on peut revenir en tout cas à ça. C'est l'objet en fait de l'échange que je fais avec vous. Je voudrais que tout le monde se rappelle ces choses-là et se dise que le client, le gagner, c'est d'abord une histoire de psychologie. On n'est pas là pour prendre l'argent du client, c'est pas ça. La satisfaction du client en marketing, c'est un concept qui renvoie à une satisfaction partagée. Il faudrait que le client soit satisfait et que l'entreprise soit satisfaite. Il ne faut pas tromper le client. Il faut que ça soit un bon deal. Il faut que ça soit une négociation win-win. Vous êtes content, le client est content. Mais mieux que ça, le client est tellement content qu'il se dit j'ai plus envie de vous lâcher. Vous aussi vous dites un bon client comme vous, j'ai plus envie de vous lâcher. Ça crée ce qu'on appelle de la fidélité. Parce que la fidélité, ce n'est pas seulement la clientèle. Le client, on doit le fidéliser, mais le client aussi souvent cherche à fidéliser l'entreprise parce que lui aussi, il n'a pas envie tout le temps de recommencer ses processus ou ses expériences d'achat. Voilà. Donc, la motivation, c'est une chose, le besoin, c'est une chose, mais à côté du besoin, il va y avoir ce qu'on appelle la motivation. La motivation, c'est quelque chose. Donc, je rappelle, la motivation, elle peut être égoïste, je peux acheter pour moi parce que j'ai faim, je vais acheter pour moi, c'est égoïste. Donc, c'est moi le centre de votre attention. Vous devez voir qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que j'attends, quelle est la réponse que je veux.
c'est là que vous allez analyser et voir que en vous focalisant sur cela, vous pouvez me convaincre facilement d'acheter au-delà même de ce que je voulais acheter, parce que quelquefois les besoins sont latents. Je ne peux pas savoir que j'ai besoin de ça. Et vous pourrez m'emmener à acheter autre chose auquel je n'avais pas pensé, mais effectivement qui a besoin pour moi. Si la motivation est altruiste, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc si je viens, je dis, ok, je vais acheter un cadeau pour ma femme, c'est bien. Donc ne vous focalisez pas sur moi en disant, monsieur, qu'est-ce que vous préférez? Je ne viens pas pour ça. J'achète un cadeau pour ma femme, je veux qu'on me donne les meilleurs conseils pour faire plaisir à ma femme. Parce que si je savais le cadeau qui pourrait épater ma femme, je ne vous le demanderais pas. Je viendrais directement acheter. Donc j'ai plus besoin de conseils, j'ai plus besoin qu'on me demande, ah, votre femme doit être belle, comment elle est, alors qu'est-ce qu'elle porte souvent, quelle est sa couleur préférée. J'aime bien ça. Et vous allez m'emmener à vraiment être complètement épaté. Et c'est en ce moment-là que si vous me proposez par exemple une bague, en ce moment je vais l'acheter. Mais si vous me dites, mais monsieur, vraiment, cette bague elle est très belle, mais si vous mettez encore ces boucles d'oreilles, ça va mettre une gna, parce que, etc. Je vais commencer par dire, ah oui, les boucles d'oreilles aussi je prendrai. Et après ça va être l'acheter, etc. Parce que j'en ai les moyens. Et ce qui m'amène, ce n'est pas d'acheter un produit, c'est de satisfaire un besoin d'affection et d'appartenance envers ma femme. Et je voudrais qu'à l'arrivée, quand je lui présente le cadeau, qu'elle puisse me sauter notamment au cou, qu'elle puisse m'embrasser et me dire, t'es un mari exceptionnel, je t'aime, je t'adore, tout à l'heure, t'es mon amour. C'est ce que je veux. Donc il faut que tu m'aides pour ça. Mais si tu viens me dire, oui monsieur, vous voulez acheter quoi? Une bague en or, d'accord. Combien de carats? 21 carats, 18 carats, etc. Vous cachez l'affaire. Je risque de ne pas acheter. Mais si vous comprenez que je veux le faire pour ma femme, parlez de ma femme, réfléchissons sur comment est ma femme, qu'est-ce qu'on peut apporter à ma femme, et vous verrez que j'achèterai plus qu'une bague, j'achèterai éventuellement tout un ensemble. Donc ça, c'est dans le cadre d'une motivation oblative ou ce qu'on appelle une motivation altruiste. Dans le cadre d'une motivation égo-altruiste, il est important, en écoutant l'individu, en discutant avec lui, parce qu'on viendra sur ça, il est important de dialoguer pour voir, pour décoder l'individu. J'avais dit ici que le verbal, c'est quasiment 10% de la communication de l'individu. Il y a beaucoup d'éléments de communication dans la gestuelle, dans les mimiques, qui réellement renseignent énormément sur l'individu. Donc il faut travailler sur ça. Et je pourrais savoir, dès le début de la conversation, l'individu, ce qu'il achète, je prends l'exemple de tout à l'heure. Quand je viens acheter par exemple ma bague, ça va être, ah monsieur, c'est à quelle occasion? Je veux dire, oh vraiment, c'est que la dernière fois, vraiment, bon, on n'a pas fait, j'ai oublié de faire notre anniversaire, c'est passé, etc. Je veux qu'on fasse l'anniversaire, mais surtout, bon, je voudrais vraiment que ma femme sache que je suis un homme attentionné. Donc, dans le discours, je décode que c'est quelqu'un qui veut faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais qui veut en retour en recevoir une reconnaissance. Donc, je vais à la fois lui parler de sa femme et lui parler aussi de lui en tant qu'homme attentionné. Et je vais l'encourager à vouloir acheter ou en tout cas faire attention à tous les produits qu'il peut acheter et qui peuvent le rendre attentionné tout en faisant plaisir à sa femme. Parce que j'ai compris que sa motivation n'est pas une motivation égoïste, mais une motivation égo-altruiste. Et derrière, maintenant, vous avez ce qu'on appelle la motivation égoïste ou notamment d'auto-expression. Ça dépend, il y a des appellations, il y a des classifications. Je ne veux pas tellement faire de la théorie, il y a des gens très forts, comme le professeur Lancôte tout à l'heure, qui sont extrêmement forts pour ça. Moi, je suis juste un petit professionnel qui essaie en tout cas de partager, parce qu'il y a la classification de Johannis et la classification de Haas. Voilà. Mais on ne va pas revenir sur l'aspect technique. Ce qui m'intéresse, c'est plus vraiment dans la mise en œuvre, comment peut-on faire pour apporter les meilleures solutions. Quelquefois, vous avez quelqu'un qui a une motivation d'auto-expression, notamment, ou bien idéaliste. Et c'est l'individu qui va vous dire, je veux quelque chose d'exceptionnel, je veux quelque chose de spécial. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va aller au-delà de ce qui est ordinaire. C'est quelqu'un qui veut épater. Il est dans l'auto-expression. Il veut un cadeau ou une chose ou un produit pour lui qui va le rendre extraordinaire. Voilà. Est-ce qu'il va vous dire, est-ce que vous avez un produit que personne n'a? Est-ce que vous avez un produit que personne n'a jamais acheté? Est-ce que je peux avoir une couleur personnelle pour moi? Est-ce que je peux avoir un design personnel pour moi? Cet individu, au-delà d'acheter le produit, au-delà de se faire plaisir, a besoin d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Il est important de le comprendre et de pouvoir justement lui montrer que vous allez faire une proposition unique, exclusive, exceptionnelle, qu'il aura le seul. Et je vous assure qu'il va très rapidement prendre la décision d'acheter votre produit. Voilà. Ça semble très simple comme ça à dire, mais c'est extrêmement très facile à faire. C'est juste une histoire de psychologie, c'est une histoire d'écoute, c'est une histoire d'observation, de compréhension, de décodage et d'adaptation. Parce que la démarche du marketing, je vous le rappelle, c'est connaître, s'adapter, agir efficacement pour influencer. Comme le disait Jacques Mandreville et Denis Lindon dans le Mercator. Voilà.
Donc toujours commençons par nous dire, il faut connaître. Je suis envers un client, je suis devant un client qui veut acheter, on ne s'est jamais vu. Je ne cherche pas d'abord à prendre son argent. Je cherche à connaître qui il est, quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations, quels sont ses critères de choix, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes. J'essaie de créer le dialogue. Et pendant le dialogue, ce qu'il me dira, ce qu'il me montrera, sa gestuelle, ses mimiques me renseigneront sur la personne et me permettront de mieux non seulement cerner ce qu'il veut en termes de produit ou service, mais surtout quel est le besoin, quelle est la solution qu'il attend. Et ça permettra de pouvoir lui faire un discours sur le produit en lui montrant comment est-ce que le produit ou le service est la meilleure réponse à ses attentes ou la meilleure solution à son problème. Et c'est là qu'on va se dire, c'est exactement ce que je voulais. Et un bon vendeur, en tout cas une bonne personne qui est dans le secteur commercial, doit toujours avoir cette réponse d'un client épaté. Parce que ça aussi, on en reparlera certainement dans d'autres émissions. Aujourd'hui, on ne parle plus de satisfaire les clients. On dit qu'il faut enthousiasmer les clients. Et il y a un nouveau terme de nouveaux termes en tout cas qui sont très à la mode. Maintenant, on parle de parcours client, on parle d'expérience client, mais on parle surtout de ce qu'on appelle l'effet wow. Voilà, bien. Alors, c'est donc ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On va essayer vraiment de faire court pour les émissions parce qu'on est en semaine. La dernière fois, donc, on a traité les besoins en montrant que le besoin donc, est naturel, le besoin est en manque, le besoin crée une tension. Qu'il y avait plusieurs types de besoins et que Abraham Maslow a essayé d'en faire une classification en montrant qu'il y avait des besoins élémentaires qui étaient liés au fonctionnement du corps, qu'il a appelé les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, se réveiller, aller aux toilettes, etc. Ensuite, il y avait des besoins qui étaient plutôt psychologiques, qui étaient des besoins supérieurs. C'est en réalité le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'affection et le besoin de réalisation de soi. Et que ces besoins, à la base, sont déterminants pour déclencher le processus d'achat. Deuxième élément important, c'est que quand l'individu a un besoin, il cherche à réduire le besoin. Le processus de réduction du besoin, c'est ce qu'on appelle la motivation. Motivation vient de motivere, latin qui veut dire tout simplement ce qui pousse à agir. Donc la motivation, c'est ce qui va faire bouger l'individu pour dire il faut que je fasse quelque chose pour trouver une solution. Maintenant, ce qui fait bouger l'individu, c'est notamment, il va se dire il faudrait que je bouge, je fasse quelque chose, j'achète quelque chose pour réduire mon besoin à moi, parce que je le fais pour moi-même. Quelquefois, ça va être non, je vais agir, bouger, faire un achat d'un produit ou d'un service pour ma femme, mon ami, enfin pour ma femme, mon ami, mes enfants, ma maman, etc., mon papa. En ce moment-là, la motivation n'est pas égoïste, la motivation est altruiste, c'est l'autre qui devient plus important. Dans d'autres cas, il va dire, je vais acheter pour faire plaisir à un membre de ma famille ou à un ami, mais c'est aussi pour qu'on puisse reconnaître que je suis quelqu'un de bien. La motivation devient égo-altruiste. Il faut prendre en compte les deux aspects. Dans un dernier cas, l'individu veut être quelqu'un d'exceptionnel. Il veut avoir quelque chose de spécial. En ce moment-là, ça devient une motivation idéaliste ou en tout cas une motivation d'auto-expression. Et là, il est important de pouvoir comprendre comment rendre cet individu exceptionnel en lui donnant un produit ou un service exceptionnel. Quoi qu'il en soit, la clé du succès reste ce que disait Théodore Levitt, que les clients n'achètent pas des produits ou des services, ils achètent des solutions à leurs besoins. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour votre attention. Nous allons la prochaine fois traiter justement de ces craintes-là, des freins. Nous allons parler des conflits, notamment de l'attitude, qui est le processus de filtrage de l'achat. Nous allons parler aussi notamment des conflits de motivation, notamment la proposition de Festinger. On va parler de ce qu'on appelle les mobiles d'achat. C'est-à-dire au moment d'acheter, quels sont les ressorts que le client va utiliser pour choisir telle marque, telle entreprise ou telle entreprise qu'on appelle les mobiles d'achat. On y reviendra, ça semble peut-être un peu complexe, mais je crois que les exemples peuvent être qui permettent de comprendre, mais comme je l'ai dit, nous restons à votre entière disposition pour recevoir des questions, donner les meilleures explications et faire une petite vidéo encore mieux expliquer. Donc l'idée c'est vraiment aidez-nous à mieux présenter ce qu'on dit, à mieux vous éclairer les choses, à mieux donner des illustrations, à mieux vous apporter de la valeur ajoutée pour aider ceux qui étudient à mieux comprendre ce qu'ils apprennent parce qu'ils ont de bons profs, ils ont de bons livres, mais quelquefois c'est un autre échange, un autre point de vue. Aider aussi les professionnels qui sont très très bons à avoir aussi notamment un certain rappel qui va leur aider certainement à avoir une autre approche ou en tout cas à améliorer leur approche. Voilà. Donc nous sommes à l'hôtel Colonia, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, très bel hôtel,
Je remercie énormément le PDG de l'hôtel. Je voudrais remercier aussi son personnel qui est particulièrement attentionné avec un service d'une très très grande qualité. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de voir la chambre d'une suite extrêmement magnifique, belle. C'est une chambre délicieuse avec un lit moelleux, les oreillers, je ne vous en parle pas, le cadre est absolument énorme. Quand vous voyez les télés, le service intérieur avec le split très très bien fait, vraiment la machine à café expresso avec les capsules à votre disposition, la cafetière, le matériel de thé, les mini-bars, le bureau, les toilettes, c'est adorable, on aurait pu y passer toute une matinée, tellement c'est absolument joli. Malheureusement, vous n'avez pas vu le balcon. Le balcon est énorme, il est extrêmement joli, il est extrêmement bien fait. Et l'hôtel a énormément de cadres. Vous avez la piscine qui est au 6e, je crois, c'est au 6e, voilà. Vous avez vu la vue, hein, vous avez vu une vue totale tout de suite sur le monument de la Renaissance africaine, une vue sur le phare des Mamelles, c'est extrêmement joli, c'est extrêmement beau, mais c'est surtout à un endroit où il n'y a absolument rien. Vous pouvez vous reposer, vous n'entendrez pas le chat. Voilà. Donc pour les séminaires, pour les formations, pour les rencontres, pour les colloques, je crois que c'est les meilleurs espaces pour pouvoir discuter à tête reposée et produire les meilleures réflexions possibles. Voilà. Je voudrais aussi remercier Live Ambassadeur qui, à travers sa chaîne Marketing TV Monde, me donne cette opportunité d'échanger et nous partageons la même passion qui est la passion du marketing. On le fait malgré nos calendriers chargés, malgré tout ce qu'on a à faire. On se dit que c'est un sacerdoce, on doit le faire. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour lui pour ça. Et personnellement, je reste votre serviteur pour pouvoir vous apporter en tout cas le peu que je sais et vous aider à vous développer. Et je reste très disponible pour vous apporter des réponses notamment. Voilà. Passez une très très belle soirée, passez une très très belle semaine et au plaisir de vous revoir le mardi prochain. Merci et très bonne soirée. Merci beaucoup.